Bienvenue donc à tous, à tous les participants à cette première rencontre à distance du réseau Uniagro Normandie. Je m'appelle Didier Parard, NCA Massy 86. Je dirige un site industriel près de Rouen pour le groupe Cargill et je serai ce soir l'animateur de cette rencontre qui a été préparée par une petite dizaine de personnes. Le thème de notre conférence, c'est la filière agro en Normandie face à la crise Covid-19. Et pour parler de ce sujet, nous avons la chance d'avoir pour cette conférence 3 grands témoins de la filière agro. Hugues Ferragueux, agriculteur et administrateur de la coopérative Terre de l'Ain. Ludovic Spears, directeur général du groupe coopératif Agrial. Et Ralph Bengineau, secrétaire général du groupe Les Coopérateurs de Normandie-Picardie. Ils vont se présenter dans quelques instants. Alors, pourquoi cette première visioconférence Uniagro Normandie? Bien, la première raison, c'est l'épidémie Covid-19 qui rendait les rencontres en présentiel plus difficiles. Et donc, cette rencontre à distance via un outil de visioconférence est particulièrement appropriée pendant cette période. Et puis la seconde chose, c'est que le territoire normand est vaste. Il est très difficile de réunir tout le monde dans un même endroit physiquement. Et donc cet outil nous permet de toucher beaucoup plus de personnes sur l'ensemble du territoire normand et même peut-être en dehors de la Normandie, puisque nous avons lancé des invitations également de façon plus large. Alors notre programme, donc c'est l'introduction que je suis en train de faire. Ensuite, les 3 témoins vont se présenter eux-mêmes de façon brève. Ensuite, nous attaquerons donc la première séquence où nos témoins vont expliquer comment ils ont vécu cette crise et fait face à cette crise. Cela durera à peu près 15 minutes et nous aurons une séance de questions de 10 minutes. Nous enchaînerons ensuite avec une seconde séquence sur les enseignements que l'on tire de cette crise et la façon dont on se projette dans les semaines, dans les mois à venir. Nous aurons à ce moment-là une seconde séance de questions et il sera temps de clôturer. Je vais laisser maintenant la parole à nos témoins et à commencer par Hugues pour qu'il puisse Hugues se présenter. Ensuite, je laisserai la parole à Ludovic Spears et à Ralph Bengineau. Hugues. Oui, bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à cet échange organisé par l'association des agros, dont je fais partie depuis 1983. Pour ceux qui veulent savoir, je suis de la promo Nancy 76-79. Alors, d'abord, je suis agriculteur dans l'Eure, dans le pays du Roumois. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est près de Routot-Bourrachard. Et je suis agriculteur depuis 1983 dans une ferme familiale. La famille est là depuis quasiment 100 ans. Je cultive du blé, de l'escourgeon, du colza érucique, des betteraves sucrières et du lin textile. Et aussi, j'ai un verger cidricole où je vends mes pommes à Agrial. Voilà, vous verrez le deuxième témoin tout à l'heure. Superbe, superbe. Ouais. Je vais maintenant parler de ma responsabilité en tant qu'administrateur de la coopérative Terre de l'Ain. Je veux juste dire que je ne suis pas le président ni le directeur, je parle en mon nom d'administrateur, donc ces propos, même si ils sont, je pense, juste par rapport à la stratégie de Terre de l'Ain, n'engagent que moi. Je suis administrateur de Terre de l'Ain depuis la fusion de la coopérative de l'Ain du Roumois, qui était ma coopérative de base, qui a été fondée par mon père en 1964, avec 3 autres coopératives de l'Ain, Fontaine-Cagny, Creville et Douvran-en-Vermeux, situées en Seine-Maritime. Aujourd'hui, Terre de l'Ain est la plus grosse coopérative de l'Ain, avec 20 000 hectares de production, soit un tiers de la Haute-Normandie, et 27% de la Normandie et 17% de la France. Terre de l'Ain a 6 sites de théage, 4 en Seine-Maritime et 2 dans l'Eure, après le rachat d'un théage à Conches dans l'Eure. Nous sommes 600 agriculteurs coopérateurs et l'entreprise a 300 salariés. J'avais noté que l'emploi du lin
Au niveau du nombre d'exploitations, c'était 5000 exploitations en France. 25% de nos filasses sont peignées par 7 peigneuses. Nous avons une grosse activité recherche sur les semences, étant obtenteurs de variétés de lin textile. La multiplication des semences pour ensuite fournir les producteurs finaux concerne la moitié de nos surfaces. Et je voulais dire aussi que nous sommes la première entreprise en France à avoir investi dans une unité de traitement des semences par la vapeur d'eau, sans aucun produit phyto. Et nous avons une petite activité sur les matériaux techniques en fournissant des entreprises pour le ski et le mobilier. Voilà. Merci, Hugues. La parole est maintenant à Ludovic Spears, directeur général du groupe Agrial. Bien, bonjour à toutes et à tous. Très content d'être avec vous ce soir pour partager cette période vraiment inédite que l'on vient de vivre. Voilà, Agro Rennes 82. Depuis 32 ans chez Agrial, donc une grosse partie de ma carrière. Donc j'ai connu toute l'évolution de cette coopérative. Je suis la direction générale depuis 10 ans. Agrial est issu de fusion de coopératives normandes. Le siège est à Caen. Nous avons fusionné aussi avec des coopératives laitières, Coralis, Eurial, ces dernières années, pour constituer un groupe coopératif qui est situé finalement dans le Grand Ouest. 13 000 adhérents dans la coopérative, un chiffre d'affaires qui en 2019 a dépassé les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 22 000 collaborateurs, nous avons 150 sites de transformation. Nous sommes présents sur 3 continents, l'Europe, l'Afrique et les États-Unis. Et nous sommes présents dans 12 pays. Alors, nous sommes une coopérative. Vous voyez, dans l'organisation, nous gérons 12 productions animales ou végétales avec les adhérents et nous transformons certaines de ces productions, pas toutes. Donc, dans la branche agricole, la branche historique, nous vendons les intrants et nous commercialisons des céréales et des bovins et des semences. Dans la branche légumes, donc nous transformons des légumes première et quatrième gamme, c'est-à-dire des légumes frais qui sont plus ou moins transformés avec plusieurs marques que vous voyez sur la droite. La branche boisson, nous fabriquons essentiellement du cidre. Nous sommes le premier cidrier français, mais nous avons développé nos activités en Angleterre et aux États-Unis pour produire du cider, qui n'est pas du cidre. En la branche viande, nous transformons essentiellement du porc et nous avons une activité de charcuterie premium qui se développe au niveau national. Et la dernière branche que l'on a créée à partir de 2012 est la branche laitière, une branche dans laquelle nous avons des activités diversifiées. Nous avons une dimension européenne. On est présent dans 4-5 pays en Europe. La particularité d'Agrial a été de développer le groupe en insistant sur les marques. Et donc, nous avons beaucoup de marques. On a 2 marques qui passent les frontières, qui sont très connues. Donc, c'est un petit peu le moment de publicité pour la coopérative. Surtout si vous voyez ces marques, n'hésitez pas à acheter ces produits. Dans le domaine des légumes, Florette est une marque qui passe les frontières. Créline est très connue aussi pour les soupes et les purées fraîches. Dans le lait, nous avons une marque qui est une grande marque, qui fait partie des grandes marques françaises, Soignon, mais qui est connue aussi au niveau européen. Vous avez d'autres marques qui sont en France ou à l'étranger. Et dans le domaine des boissons, Loïc Raison, Écusson, donc vous voyez les différentes marques. Voilà pour une présentation rapide du groupe Agrial. Merci Ludovic. Je passe la parole maintenant à Ralph pour le groupe Coop. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Donc, je me sens un petit peu un intrus puisque moi, je suis diplômé d'une école de gestion et c'est vrai que j'ai fait toute ma carrière dans la distribution. Donc, j'interviens plutôt en aval par rapport à mes confrères puisque je suis plutôt dans la partie distribution au client final. Donc, nous distribuons par exemple les produits qui ont été mis en avant par Ludovic à l'instant. Donc, pour ma part, donc, je suis secrétaire général des coopérateurs Normandie-Picardie. Donc, c'est une coopérative de consommateurs. C'est l'une des 3 coopératives de consommateurs françaises qui sont issues du grand mouvement Coop. Donc, aujourd'hui, avec nous, il y a Coop Atlantique et Coop Champagne. Malheureusement, Coop Alsace
n'existe plus. C'est une coopérative qui a dû fermer ses portes. Alors, qu'est-ce que c'est une coopérative de consommateurs? Ça veut dire tout simplement que le capital de notre société appartient aux consommateurs, qui sont ceux qui fréquentent les magasins. Donc, c'est quelque chose qui nous permet de nous rapprocher du client final. Et le capital appartient aussi à nos collaborateurs, qui sont eux-mêmes des consommateurs. Donc, c'est comme ça que nous fonctionnons depuis 1919, date de création de cette société. Donc, c'est une société centenaire. C'est une entreprise qui, malheureusement, a traversé de très grosses difficultés financières et j'ai la chance, avec mon président, M. Stéphane Barret, aujourd'hui, de mener la restructuration de cette coopérative et, nous l'espérons, le redressement financier de cette coopérative. Jusqu'à présent, nous étions à la fois associés au groupe Système U, que vous connaissez certainement. C'est une coopérative de commerçants, donc c'est intéressant d'avoir une coopérative de consommateurs qui travaille avec une coopérative de commerçants, et on peut le dire main dans la main. Et nous étions aussi, nous sommes encore toujours pour quelques semaines, affiliés au groupe Casino avec l'enseigne Leader Price, qui est une enseigne, je qualifierais de soft discount, puisque le hard discount, ça n'existe plus trop, donc on est plus dans le soft discount. Donc, ça nous a permis d'avoir l'expérience de tous les formats de magasins, hypermarché, supermarché, magasins de proximité et discount. Aujourd'hui, dans le cadre de notre réorganisation, nous sommes en train de nous séparer du groupe Casino et de l'enseigne Leader Price. Nous allons nous recentrer uniquement sur cette association avec la coopérative Système U. Notre périmètre va constituer 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1000 collaborateurs, 20 magasins, encore de tout format, hyper, super et magasins de proximité. Et nos magasins sont situés en Normandie et dans les Hauts-de-France. Voilà, je vous remercie. Merci, Ralph. Merci à vous trois pour cette présentation concise. Alors, l'objet de notre conférence aujourd'hui, c'est cette situation très particulière d'épidémie Covid qui a affecté notre filière agro. Nous avons voulu, au travers des trois témoins, une personne de l'amont, c'est Hugues, une personne de l'industrie, Ludovic Spears, et une personne représentant la distribution, c'est Ralph Maginot. Nous avons voulu donc avoir trois témoignages pour nous expliquer la façon dont chacun a dû gérer cette situation exceptionnelle. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est notre première séquence. Comment avez-vous vécu cette crise et comment avez-vous fait face? C'est en quelque sorte un retour d'expérience. Et donc les témoignages d'Hugues, de Ludovic et de Ralph, chacun dans leur métier, dans un maillon de la filière agro, vont nous éclairer et nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Hugues, Ludovic, Ralph, si vous souhaitez réagir au cours de cette intervention entre vous, n'hésitez pas à le faire. Je vais donner la parole d'abord à Hugues. Donc, je voulais d'abord faire un petit point sur l'activité de théiage de lin, parce que tout le monde ne connaît pas forcément tout ce que l'on fait dans un théiage de lin. Donc, les théiages font la première transformation du lin, c'est-à-dire quand les agriculteurs ont fini d'enrouler leur lin rouille, le stock sous leur hangar, et après, au fur et à mesure de l'année, ils amènent leur production, et donc ce sont ces boules de lin, de paille de lin qui sont travaillées chez nous. Donc, le but du théiage, c'est de séparer ce qu'on appelle la filasse, la fibre longue, du restant de la plante. Donc, en séparant la filasse, la fibre longue, ensuite, on a des étoupes qui sont des fibres courtes. Il y a les anas, qui est le bois, qui est la structure qui entoure la fibre. Ensuite, il y a les graines et enfin, les poussières. Tout est utilisé dans le lin. La filasse représente entre 20, 25, de façon exceptionnelle, 30% de la plante. Et ensuite, cette filasse, elle va être retravaillée, elle va être peignée, et ensuite, elle va aller en filature et elle va être filée. Et 80% à peu près de cette filasse, de cette matière noble, part en Chine aujourd'hui. Il y a un petit démarrage aussi de vente en Inde. Et le restant est filé dans 3 filatures qui sont en Pologne, en Lituanie et en Tunisie. Ensuite, les étoupes, elles, sont souvent retravaillées. On peut refaire du fil avec ou d'autres produits isolants, ou plein de choses différentes qu'on peut faire avec les étoupes. Les anas, le bois, servent à faire du panolin. Ils servent aussi pour les litières des chevaux.
Les graines servent pour nous en particulier, pour refaire des semences, mais aussi pour l'alimentation humaine ou pour les animaux aussi, parce qu'elle est riche en oméga 3. Et puis enfin, les poussières servent pour faire du terreau. Donc, tout est vraiment valorisé. Donc, après la filature, le tissage, la confection sont aussi en Asie et ailleurs. Et les bassins de consommation sont en Europe de l'Ouest, aux USA, et la consommation commence à augmenter aussi en Asie et en Chine en particulier. Donc, bon, les fils servent pour faire des habits, vous savez, des habits en lin. Ouais, j'ai mis une chemise de lin, faire la promotion de ce que nous faisons, et du linge de maison. Mon Terre de Lin est un peu leader dans le lin et il est aussi leader dans la qualité du lin. Donc, les lins de notre région, et je vais être un peu chauvin, sont les meilleurs au niveau mondial. Et la consommation, je voulais dire aussi que la consommation a presque doublé en 10 ans, comme les surfaces de lin. Terre de Lin avait 10 000 hectares il y a 10 ans et aujourd'hui, on arrive à 20 000 hectares. Quelle est la consommation annuelle? Mais la consommation se rapproche de ce tonnage de 180 000 tonnes. Aujourd'hui, on n'avait aucun stock, quasiment tout était consommé. Et voilà. Et le prix de la filasse varie beaucoup, de 1,20 € en 2008 et 3,40 € en 2019. Et entre les deux, ben, il y a des fluctuations, il y a des hausses, il y a des baisses, donc ça fluctue beaucoup. Alors la crise, bon. Le cycle, on était déjà parti dans une baisse. On savait qu'on était monté trop haut. C'est indépendant de notre volonté. Aujourd'hui, on avait essayé de maintenir les prix à la hausse ou à la baisse, mais on n'y arrive pas tout seul. Donc, on est obligé de suivre le marché. Et donc, le cycle, on savait qu'il allait partir à la baisse. Mais là-dessus, c'est rajouté la grève des dockers au Havre en janvier, février, donc qui a empêché nos containers de lin de partir. Et puis ensuite, donc j'ai dit à propos aussi sur les retraites, et puis le Covid, bien sûr, qui a bloqué tout le commerce, même tous les contrats, parce qu'avec les Chinois, tout se vend en parole. Donc, tous les contrats ont été annulés, même ce qui avait été vendu à plus de 3 €, qui n'était pas parti, qui n'était pas arrivé. Enfin bref, tout était arrêté. Donc, depuis début mars, tous les contrats de vente ont été dénoncés et puis il n'y a plus aucun départ. On sait que de toute façon, dans la crise du Covid, nous qui faisons du textile, on n'est pas très favorisés parce que les gens vont d'abord manger avant d'acheter des nouveaux habits. Donc, au niveau des teillages, on a d'abord tout arrêté. Et on a repris à 30% au mois de mai, avec des mesures particulières pour respecter le plus possible des mesures de distanciation, etc. Enfin, il y a eu un gros travail avant de remettre en route les usines pour que tout se passe bien. Et puis, on pense passer à 60% d'activité en fin juin. Alors, il y a eu plusieurs décisions de prise suite à la crise, des décisions au niveau des salariés. Donc, on a eu la chance de pouvoir bénéficier de chômage partiel. Donc, bon, on peut le dire, c'est quand même merci à l'État, quoi. Il y a eu des mesures quand même très positives qui ont aidé, je crois, beaucoup d'entreprises. Et puis, une autre mesure là qu'on regrette, mais on n'a pas le choix, c'est dans nos 300 salariés, il y avait 50 CDD qu'à terme, on ne renouvellera pas. Il y a aussi l'arrêt des heures supplémentaires. Et puis, la mise en place, je n'en ai pas tout à l'heure, des mesures barrières. Et donc, on organise pour que les ouvriers de TH ne puissent pas trop se croiser, quoi. Pour les agriculteurs, ça a été très dur aussi, puisque on demande aux agriculteurs de stocker 2 années de récolte de lin, de paille, ce qui n'est pas toujours facile pour les agriculteurs qui ne sont pas suffisamment équipés en stockage, en hangar. Et puis, on a aussi demandé, on demande aux agriculteurs une réduction de 60% des surfaces pour 2021. Ensuite, on arrête tous les acomptes qu'on donne traditionnellement. Là, au mois de mai, on donnait un acompte assez important, on n'a rien donné aux agriculteurs. Et puis, donc, pour les trésoreries des agriculteurs, ça va être compliqué.
Et puis, il y aura une incidence sur les assolements parce que si on fait moins de vin, il faudra bien faire quelque chose d'autre. Pour la coopérative, l'incidence, c'est le stockage de filasse, parce que je vous dis tout à l'heure qu'on ne vend aucune filasse. On espère pouvoir recommencer la vente à la fin de l'année. Et puis, forcément, on va décaler certains investissements non prioritaires. Voilà. Merci Hugues pour ce récit tout à fait éclairant sur la filière lin, hein, qui a vraiment souffert de cette crise, hein, une très grande désorganisation, des impacts forts, qui sont un excellent exemple de ce qui a pu se passer dans beaucoup de secteurs en France et ailleurs. Je vais donner la parole maintenant à Ludovic Spiers pour le groupe Agrial, hein, qui va nous expliquer également comment s'est passée la crise Covid dans son groupe. Ludovic. Voilà, donc ce que je voudrais dire en préalable, hein, c'est que nous avons beaucoup de chance, hein, d'être dans l'agroalimentaire parce que finalement, on a continué de travailler et notre secteur a été touché, c'est vrai, mais par rapport à d'autres secteurs, on va s'en sortir, hein. Quand on se compare par rapport à l'aéronautique, par rapport au tourisme, on a la chance d'être dans un secteur qui a été jugé comme prioritaire, hein. D'abord la santé et après l'agroalimentaire. Et donc, on nous a demandé de continuer de produire. Donc, nous avons continué de fonctionner dans l'industrie. Alors, toute l'industrie agroalimentaire n'a pas été épargnée, hein. Certains secteurs ont été touchés parce que les produits ne se sont pas consommés pendant cette crise. Nous, à Agrial, on a la chance d'avoir des produits qui se sont consommés pendant la crise. La première difficulté pour nous a été de convaincre les salariés de travailler. Parce que, rappelons-nous, quand on a annoncé un confinement, eh bien, certains salariés ont eu la peur au ventre d'aller dans les usines travailler. Et il y avait des mesures de chômage partiel, des mesures pour garder les enfants à domicile. Et donc, ça a été très difficile de convaincre les salariés dans nos 50 usines en France, à l'étranger, de continuer de fonctionner. C'était vraiment la première difficulté et il a fallu convaincre les salariés. On a réussi, mais ça a été vraiment difficile. Après, nous, on a trois grands débouchés, hein. Le premier, c'est la grande distribution. Et c'est vrai qu'au niveau de la grande distribution, ça s'est bien passé, sinon très bien passé pour certains produits, avec des augmentations spectaculaires. On en a parlé dans les médias, mais si on prend les produits laitiers, par exemple, ça a été des plus 15, plus 20% d'augmentation pour certains produits. De même, au niveau des légumes, une augmentation assez importante. Donc, globalement, ça s'est bien passé au niveau de la grande distribution. Par contre, nous vendons des produits qui sont destinés spécifiquement à la restauration hors domicile. Et là, nous avons été touchés en France comme au niveau mondial. Et c'est ce qui a fait que le troisième créneau de vente pour nous, c'est l'exportation. L'exportation a été quasiment arrêtée parce que dans les produits que nous exportons, beaucoup sont destinés à la restauration hors foyer. Donc, il n'y avait que la grande distribution qui marchait normalement. Au total, finalement, on est sur un rythme de moins 5%. On a été sur un rythme de moins 5% par rapport à l'année dernière, en volume, au niveau du groupe Agrial. Les moins 5%, quand on est dans une activité de volume, ce sont des chiffres qui sont significatifs. Je voudrais souligner un point important, c'est le comportement et la relation que nous avons eue avec la grande distribution, qui était vraiment un comportement très intelligent. La grande distribution s'est dit, il nous faut des volumes, les industriels ont des capacités limitées, donc on va limiter les référencements. Et c'est ce que nous avons fait pour pouvoir, parce que faire plus de 20, 25, 30% sur certains produits, ce n'était pas évident, hein, donc il fallait changer la règle. Et la simplification du référencement nous a aidé à produire plus pour la grande distribution, sachant que les produits pour la restauration au foyer ne sont pas les mêmes que ceux qui sont destinés à la grande distribution. Au niveau des produits, eh bien, certains produits se sont envolés au niveau des ventes, je le disais tout à l'heure, mais on a des secteurs qui ont été touchés. Par exemple, nous, on est un gros fournisseur de mozzarella, de fromage à pizza. Eh bien, en France, comme au niveau mondial, les pizzerias se sont fermées, donc on n'a plus vendu les produits, et ces produits, on les a stockés, on les a congelés, et on les vendra plus tard. Je ne sais pas quand, mais on les vendra plus tard.
quand les restaurants ouvriront. On était très touchés aussi au niveau du cidre. Hugues nous disait tout à l'heure qu'il était un producteur de pommes. Les Français, pendant le confinement, ont moins consommé d'alcool. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays. On travaille aussi en Angleterre. Les Anglais ont plus bu pendant la période de confinement. Les Français ont été très raisonnables. Donc, il n'y avait pas la restauration hors foyer. Moins 20% de consommation dans la grande distribution, ce qui fait que nos ventes ont été beaucoup plus faibles dans le cidre. Et puis, on a été touché aussi au niveau de nos magasins. Nous avons 300 magasins de proximité dans lesquels nous vendons des produits agricoles, des produits de jardinerie, des produits de bricolage. Et on nous a fait fermer ces magasins. Donc, pendant quelques semaines, nous n'avons plus d'activité dans ces magasins. Voilà, donc on a été touché pour certaines familles de produits. C'était bien pour d'autres familles de produits. Et globalement, ça fait une activité qui a été à moins 5%. Merci Ludovic. Un éclairage également très intéressant. Donc, un impact différent de celui de Terre de Lin. Vous avez eu la chance de continuer étant dans l'alimentaire. Effectivement, il était difficile de convaincre les salariés de venir au travail, en particulier dans la première période de l'épidémie. Il faut noter donc cette saine collaboration avec la grande distribution pour assurer cette continuité d'approvisionnement pour que la population puisse trouver la nourriture dont elle avait besoin. Donc, effectivement, c'est un point remarquable. Donc, merci Ludovic. Je vais passer la parole maintenant à Ralph. Bien. Donc, effectivement, la filière agroalimentaire a bénéficié d'un statut un peu particulier. Alors, les distributeurs encore plus, puisqu'effectivement, on disait qu'on était sur la deuxième ligne, la première ligne étant la santé. Les distributeurs, c'était la deuxième ligne. Mais effectivement, on peut noter 3 impacts principaux. Et le premier impact, comme ça a été souligné à l'instant, c'est la protection des clients et des collaborateurs. Donc, au niveau de cet impact-là, ce qu'on a fait très rapidement, mais ça a été quand même difficile à mettre en place, c'est de se procurer du gel, se procurer des masques. Donc, les premières semaines, puisqu'il a fallu équiper l'ensemble des équipes, il a fallu mettre en place des plexiglas autour des caisses, avec au départ un petit peu de système D. Il a fallu mettre en place des marquages au sol pour espacer les clients. Mais on a mis en place également des horaires décalés, donc souvent des horaires de nuit pour remplir les rayons, pour éviter que les équipes ne croisent trop les clients. Donc, essayer d'utiliser au maximum l'amplitude horaire. Un filtrage à l'entrée et également organiser des systèmes de priorité pour les personnels soignants, les personnes âgées, les personnes enceintes et les personnes handicapées. Donc, tout ça, ça a été l'impact numéro 1, c'est de faire face à l'urgence, rester ouvert, protéger les clients et les collaborateurs pour que les collaborateurs puissent continuer leur métier dans des bonnes conditions de sécurité, en tout cas les meilleures possibles, et que les clients soient suffisamment rassurés pour venir en magasin. Et également, dans le terme de protection, qui est le premier impact, on a également mis en place un plan particulier avec le groupement U qui a consisté à payer les fournisseurs, notamment les PME, je dirais surtout les PME, plus rapidement, d'accélérer le délai de paiement justement pour protéger la trésorerie des fournisseurs et surtout faire en sorte que la filière tienne, qu'on puisse continuer à alimenter les magasins et à alimenter les Français le plus possible. Donc, premier impact, c'était protection. Deuxième impact, c'est le volume de vente. Donc, effectivement, j'ai vu passer le petit schéma. Donc, effectivement, ce schéma montre bien ce qui s'est passé au début du confinement, puisqu'on a un chiffre d'affaires qui a bondi pendant 2 semaines. Après, on a plutôt été sur des tendances entre 5 et 7%. Mais c'est vrai que les 2 premières semaines ont été très impressionnantes, avec une croissance de entre 30 et 40%, on va dire, sur les 2 premières semaines. Mais surtout, vous voyez un pic à plus 197% la veille du confinement, le jour où ça a été annoncé. Donc, c'était la folie en magasin. Bien évidemment, des difficultés d'organisation que vous pouvez imaginer. Bon, néanmoins, on a eu la chance de faire du volume. On peut dire qu'à partir du début avril, les croissances de chiffres se sont normalisées autour de 5 à 7%, ce qui correspond grosso modo à ce que les Français ne pouvaient plus consommer ni au restaurant, ni à la cantine, ni dans l'entreprise. Donc, c'est ce qu'ils ont acheté en plus pour faire à manger à toute la famille à la maison qui était confinée.
Donc, on est resté ensuite sur ce rythme-là. C'est bien sûr l'alimentaire qui a tiré les ventes avec certaines ruptures ponctuelles. Donc, au début du confinement, on entendait beaucoup parler des ruptures. Donc, on a eu des ruptures, c'est vrai, sur les œufs, par exemple, puisque effectivement, il y a la capacité de production des poules est a priori limitée. Elles ne peuvent pas pondre 36 œufs par jour. Donc, au bout d'un moment, quand tout le monde a acheté des œufs, il y en a plus. C'est pareil pour les farines, puisque les moulins, ils peuvent tourner à une certaine vitesse, mais on ne peut pas non plus accélérer de manière illimitée la production. D'autres produits comme le pain de mie, etc., se sont vite retrouvés en rupture, mais ça a été très court en fait comme difficulté. Au bout de 2-3 semaines, les produits sont revenus en magasin. Alors, je dirais que les flux se sont régulés grâce aux efforts de toute la chaîne et grâce à cette collaboration qu'a souligné Ludovic entre l'industrie alimentaire, agroalimentaire et la grande distribution. Donc, au niveau des centrales d'achat, en fait, les industriels et les distributeurs se sont mis d'accord donc sur des gammes réduites, ce qui a permis d'augmenter les volumes sur les produits de base, qui étaient les produits les plus recherchés. Et en parallèle, les magasins, les directeurs de magasins se sont rapprochés des producteurs locaux pour mettre en avant des produits locaux, puisque effectivement, il y a plein de produits d'importation. On connaît bien la fraise d'importation, donc il n'y en avait plus de toute façon. Et alors, c'est vrai que la fraise française est meilleure, elle est un peu plus chère, elle est meilleure, mais de toute façon, le souci de la fraise française, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc, on ne pourrait pas proposer que de la fraise française. Mais là, en l'occurrence, comme il n'y avait plus de produits d'importation, il y a eu un réel effort pour mettre en avant tous les produits locaux. Et je pense que c'est un enseignement pour l'avenir. C'est quelque chose que les Français, que les consommateurs ont beaucoup apprécié. Et donc, il faut continuer dans cette voie. Et le troisième impact, après la protection et les volumes de vente, ça a été le changement de comportement des consommateurs. Donc, vous voyez sur ce schéma-là qu'il y a eu un changement brutal puisque les clients ont fréquenté 2 fois moins les magasins. Il y a une baisse de trafic de 47%, tout simplement parce qu'ils se déplaçaient peu. Mais par contre, quand ils se déplaçaient, ils remplaçaient leur caddie plein à craquer, ce qui fait que le panier moyen a compensé le trafic, puisque le panier moyen, comme vous le voyez en rouge, a augmenté de 89%, ce qui a donc permis d'avoir un chiffre d'affaires qui tienne. Alors, à cause des mesures de confinement et de contrôle des déplacements, il y a eu aussi une prime aux magasins de proximité. Les clients ont été plus nombreux à fréquenter le magasin le plus proche de chez eux, tout simplement. Et ce qui a coûté du chiffre d'affaires aux hypermarchés. Donc, si on prend le schéma numéro 3, vous voyez qu'à gauche du schéma, les grands hyper ont perdu 13% de chiffre d'affaires, les hyper de taille moyenne ont perdu 5% de chiffre d'affaires. Vous voyez, tout le monde n'a pas tiré son épingle du jeu au niveau de la grande distribution, tout simplement parce que pendant le confinement, il n'y avait pas de prospectus. Il y avait beaucoup moins de promos, c'était la priorité pour trouver les produits de base et donc les clients ne voyaient pas trop l'intérêt de prendre leur voiture et de faire des kilomètres au risque en plus d'être contrôlés et de devoir montrer leur attestation. Donc ils ont plutôt fréquenté les supérettes, vous voyez qu'ils sont plutôt les supermarchés qui sont à plus 8 et les supérettes qui sont même à plus 18%. Donc c'est ces formats de magasins-là qui ont véritablement progressé pendant le confinement. Donc, bien évidemment, les distributeurs qui ont le plus souffert du confinement, ce sont les distributeurs qui, dans leur parc de magasins, ont surtout des hypermarchés comme Carrefour, Auchan et Leclerc, puisqu'ils ont eu véritablement des difficultés pour maintenir un trafic suffisant. Et les autres distributeurs qui ont souffert, ce sont les discounters. Alors, on n'a plus trop de hard discounters en France, mais on a des soft discounters. Donc, soft discount, c'est Lidl, Aldi, Leader Price. Donc, ce sont des magasins qui ont des gammes réduites et surtout qui ont une logistique qu'on peut qualifier de low cost. C'est-à-dire qu'alors qu'un supermarché est alimenté en camion tous les jours, ce n'est pas le cas de ces magasins-là qui essayent de réduire leurs coûts au maximum. Et par conséquent, ils ont eu, malheureusement pour eux, beaucoup plus de ruptures que les magasins traditionnels. Donc, ils ont souffert et c'est ce qu'on a vu dans notre coopérative. Tout ce qu'on pouvait engranger en chiffre d'affaires supplémentaire dans les magasins traditionnels, malheureusement, on le perdait dans les hyper et dans les magasins discount. Au final, un chiffre d'affaires qui était à peu près stable en légère progression. Donc, ce sont les 3 principaux impacts que nous avons connus pendant cette crise. Merci Ralph, c'était tout à fait intéressant. On voit également donc, dans votre secteur à quel point cette crise Covid a eu un énorme impact. Et ce qu'on peut retenir finalement de ces 3 témoignages, ce qui revient, c'est que bien évidemment tout le monde a
à donner la priorité à la santé et la sécurité des salariés et des clients hein, dans le cas de la distribution. C'était incontournable. Et puis, quand cela était possible hein, pour l'alimentaire, chacun s'est efforcé de continuer l'activité pour garantir l'alimentation des populations. Et enfin, dans cette situation extrêmement compliquée, imprévue, soudaine, tout le monde a fait preuve d'un grand sens d'adaptation. Voilà, merci pour ces 3 témoignages très intéressants. C'est le moment maintenant de passer à la première séquence de questions. Et cette séance de questions pour 10 minutes à peu près va être animée par Véronique. Véronique, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, nous avons une question à poser aux 3 intervenants. Donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer pour votre activité au cours de cette période? Est-ce que vous avez une anecdote à ce sujet? Donc, la parole est à Hugues pour commencer. Il faut que je réfléchisse. Ce qui est le plus dur à gérer, c'est dans les choses concrètes ou sur la politique de l'entreprise ou sur l'avenir. Je ne sais pas si c'est du concret ou si c'est plus des choses plus lourdes. Non, par rapport au confinement, qu'est-ce que ça vous a amené comme difficulté pour vous? Bon, je pense qu'il y a eu, comme le disait Ralph, dans les salariés, c'était compliqué aussi pour eux de revenir. Ils avaient peur quand même aussi. C'est vrai qu'on a eu une période tous, je pense que nous aussi, chez nous, hein, dans les familles et tout ça, du virus. Donc, il fallait arriver à ce que les salariés n'aient plus peur de reprendre le travail, quoi. Et l'encadrement aussi, enfin tout le monde, quoi. C'était ça l'urgence à ce moment-là. Donc, la parole est à Ludovic pour Agriane. Oui, dans les difficultés, bon, si je prends le cas de la France, par exemple, on a 12 000 salariés, 2 000 sont repartis à la maison, soit pour du télétravail, soit pour garde d'enfants à domicile, soit pour du chômage partiel. Et on s'est rendu compte qu'on avait une difficulté, c'est garder le lien avec ses salariés, parce qu'on s'est rendu compte qu'il nous manquait les adresses e-mail perso, les numéros de portable. Et ça a été une vraie difficulté de garder le lien ou d'avoir le lien avec ses salariés. Et pour l'anecdote, on a été obligé de demander au comité d'entreprise de nous aider parce que le comité d'entreprise avait les infos perso des salariés pour avoir le contact avec ses salariés. Voilà. En logistique, ça a été quand même très, très compliqué hein, et totalement inédit et très, très brutal. C'est en effet complètement surprenant. Et du côté de la distribution, Ralph Là, véritablement, le plus dur, ça a été les premiers jours où il a fallu trouver tout le matériel nécessaire pour la distanciation. Donc, bon, le gel, heureusement, on en avait un petit peu, mais on n'avait pas beaucoup de stock, donc il a fallu en trouver. Les masques, donc là, il a fallu que tout le monde passait des coups de fil dans tous les sens pour essayer d'avoir des contacts, les amis, etc. Où est-ce que tu as trouvé des masques? Est-ce que tu peux me donner le contact? Donc, c'était le branle-bas de combat, tout le monde. Bon, on a à peu près réussi à faire en sorte que ça se passe bien, mais on ne dormait pas tranquille parce qu'on n'avait pas de stock. C'était véritablement un flux tendu. Et puis, pour l'anecdote, vous l'avez peut-être vu dans certains magasins au début, on n'avait pas encore de plexiglas pour entourer les caisses. Et du coup, les magasins, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des bâtons et on a utilisé le film étirable que vous utilisez pour protéger votre nourriture quand vous la mettez dans le frigo. Mais on a utilisé ça pour entourer des surfaces de plastique en film étirable. Donc, c'est très moche, mais au moins, on a pu commencer à mettre en place ce qu'il fallait. Depuis, on a investi dans des vrais plexiglas et ça va mieux. C'est un peu moins le système D. C'est vrai qu'on a pu observer en effet ces caissières qui étaient entourées par du film plastique, mais au moins qui étaient bien protégées. Donc, une deuxième… Si je peux rebondir, moi je voudrais dire que quand même, parce que je suis agriculteur aussi, donc j'ai vécu, en tant qu'agriculteur, j'ai vécu cette période difficile. Mais finalement, ça s'est bien passé, c'est-à-dire que merci aux coopératives, enfin aux fournisseurs d'engrais, de phyto, on a à peu près été servi comme il fallait. Et même
les mécanos, pour le matériel, tout ça. Enfin, même s'il y a eu parfois c'était long d'avoir des pièces, il manquait des choses, mais globalement, ça ne nous a pas trop pénalisé dans le fonctionnement continuel, en tant que moi, agriculteur. Ouais, merci Hugues pour ce témoignage, parce que dans une coopérative comme Agrial, on a tout fait pour que ça soit un non-événement pour les agriculteurs. Hein. Donc, Ouais. les salariés ont été mobilisés dans la livraison, dans l'enlèvement dans les dépôts, pour que les agriculteurs continuent de travailler. Il a fait très beau, hein, pendant la période de confinement. Ouais, Donc, très beau. les agriculteurs ont bossé. Et donc, nous, on a tout fait pour que ça soit un non-événement. Et on a eu d'ailleurs beaucoup de remerciements, parce qu'on a été au rendez-vous pour la collecte et pour le travail avec les agriculteurs. Ouais. Merci pour vos réponses. C'est formidable de voir cette solidarité et cette entraide qui s'est mise en place entre toutes les chaînes de la filière agro-industrielle. Alors maintenant, une deuxième question qu'on peut vous poser. Si vous pouviez rejouer cette période Covid, donc de mars à mai, qu'est-ce que vous feriez de différent en termes de préparation, de gestion? En d'autres termes, seriez-vous mieux préparé pour une seconde vague si elle devait venir, ou pour une prochaine pandémie? Ça serait mon tour, je crois. Je vais en parler un petit peu après dans les enseignements. Je ne sais pas s'il y a d'énormes choses à changer. Bon, mais après, c'est vrai ce qu'a dit Ludovic, enfin, sur la connaissance des salariés, tout ça. Enfin, il y a des choses qui n'étaient pas présentes. Après, il faut savoir, suivant les entreprises, nous, Terre de Lin, la plupart de nos salariés ils travaillent dans les teillages. Donc, on n'a pas eu beaucoup de télétravail. Un peu quand même pour les cadres, enfin ceux qui n'ont pas besoin de travailler sur les chaînes, quoi. Mais disons que ça n'a pas concerné, loin de là, la majorité des salariés. Mais au moins, bon, on sait comment réagir aujourd'hui. Je crois que c'est quand même, ça va nous aider pour l'avenir. Pour Agrial, juste à titre d'anecdote, on avait équipé tous les ordinateurs du logiciel Teams quelques jours, quelques semaines avant le confinement. Et donc, on était équipé pour travailler à distance. Hein. Donc, c'est un coup de bol, parce que ce n'était pas du tout prévu. Alors, si ça se reproduit ou s'il y a une deuxième vague, on va tout faire pour avoir des stocks de sécurité, d'équipements de protection. Parce que là, vraiment, on a été en grande difficulté. Ça a été dit très justement par Ralph, mais il a fallu trouver les masques et les équipements de production. Ça a été galère. Et ça a été très coûteux, parce que un masque de protection, ça coûte 2-3 centimes habituellement. Là, on les a payés 57-60 centimes. Pour Agrial, c'est un surcoût de 2 millions d'euros au niveau du groupe. Hein, 2 millions d'euros. Parce qu'on n'avait pas de stock, et il n'y a pas de discussion possible. Il fallait trouver ces équipements à tout prix. Et donc, ça nous a coûté cher. Donc, là, maintenant, on fera des stocks au cas où ça arrive de nouveau. D'accord. Et Ralph, de votre côté, au niveau de la distribution? Moi, je serai très bref. En fait, là, on est prêt. On a le matériel. Effectivement, on a fait aussi des stocks de sécurité. Les magasins sont équipés. Bon, on s'est rendu compte qu'il était possible de travailler dans ces conditions-là. Ça a été un apprentissage et une expérience dont on se serait passé, mais c'est une expérience pour tout le monde, aussi bien pour la distribution que pour les clients et que pour nos fournisseurs. Donc, on espère tous que ça ne se reproduise pas, mais on est prêt. Merci pour toutes ces réponses qui nous éclairent sur ce qui s'est passé et ce qui pourrait se passer. En tout cas, on voit que vous avez su vous organiser pour gérer au mieux, et que vous êtes aussi prêt à affronter si ça devait revenir. Didier, je te laisse la parole. Oui, alors, très bien. Merci, Véronique. Alors, il y avait, bon, je pense qu'on a respecté le temps, donc je vois qu'il y a 2 questions sur le chat. Comme Hugues, hein, a sorti un joker, hein, il y a une question pour lui, hein, qui est comment stocker le lin chez les agriculteurs. C'est une question technique. Comment ? Hein. Il y a une auditrice qui est intéressée pour savoir comment est stocké le lin chez les agriculteurs. D'accord. Je réponds maintenant ? Oui. Ben, le lin, en fait, même si vous ne connaissez pas le lin, vous voyez bien comment
vous voyez bien comment dire, les balles rondes de paille, eh ben, le lin, c'est l'andin qui est enroulé avec une ficelle, mais ça se représente comme une balle ronde de paille. Et on les empile les unes sur les autres jusqu'à 4, 5, 6, 7 niveaux sous les hangars. Voilà. D'accord. Merci Faire Hugues. attention de bien les empiler, quoi. Merci Hugues. Alors, il y a une seconde question qui est posée. Ralph ou Ludovic peuvent y répondre, ou tous les deux. Combien de temps vous a-t-il fallu entre la connaissance de la crise, donc on l'a vu venir progressivement, on va dire fin février, début mars, et la mise en œuvre de vos réponses pratiques? Combien de temps? Là, en ce qui concerne Agrial, quand on a écouté le discours d'Édouard Philippe, on a activé une cellule de crise le dimanche. On a toute l'équipe du COMEX et au niveau international pour être prêt dès le lundi. Donc ça s'est passé dans l'heure dès l'annonce d'Édouard Philippe. Et on est parti très très vite en se disant, oula, on est devant quelque chose d'inédit, il faut mettre des moyens particuliers. Et les cellules de crise ont été après adaptées entreprise par entreprise, travail considérable. Et on a vu l'ingéniosité des dirigeants et des salariés remarquable. À tout niveau, les gens ont été ingénieux. Et certains se sont vraiment révélés dans cette crise. Magnifique. Très intéressant. C'est effectivement dans ces situations exceptionnelles qu'on peut avoir des comportements exemplaire. Ralph, une Écoutez, réponse? c'était un peu pareil, c'est qu'on a monté un comité de crise immédiatement, effectivement. Et par contre, ce qui était intéressant, c'est que comme nous sommes une coopérative de consommateurs, qu'on est associé à une coopérative de commerçants, effectivement, on a pu noter aussi la créativité de chaque patron de magasin pour trouver des solutions. Et dans le modèle coopératif, de faire profiter ses collègues de ces bonnes idées via des remontées photos, via des calls, etc., sur toutes les bonnes pratiques. Et c'est quelque chose qui a très bien fonctionné, ce qui fait que tout le monde était sur le pont immédiatement, mais effectivement, la plus grosse difficulté, c'était de trouver les volumes nécessaires de matériel. Mais dans l'esprit, tout le monde était immédiatement prêt à affronter la crise. Ok. Alors, une dernière question. On prend un peu de temps, on perd pas du temps, on prend un peu de temps. C'est une question pour Ludovic Spears. Y a-t-il eu des mesures d'accompagnement pour les salariés? Alors, au départ, on s'est dit non, et quand on a vu que la tension montait et que certains salariés se disaient que finalement, rester chez soi avec 86% du salaire était peut-être une situation meilleure que de prendre des risques pour aller travailler, on a décidé de verser une prime dite Macron, et cette prime, nous l'avons versée pour les salariés qui venaient physiquement et par jour de travail. Et quand nous avons annoncé cette prime, les salariés, nous ont remerciés et on a vu l'absentéisme qui a baissé aussitôt. Et ça a été pour nous la sécurité de fonctionner jusqu'à la fin de la crise. Est-ce qu'il est indiscret de demander le montant de la prime? On a versé 20 € par jour. 20 € par jour. Ok. Pendant toute la période de confinement? Exactement. D'accord. Merci Ludovic. Je pense qu'on a eu une excellente première partie, 3 témoignages très intéressants, une séance questions aussi qui m'a permis d'approfondir. Donc on a bien compris les impacts de cette crise Covid sur les différentes activités. On va maintenant aborder notre seconde séquence sur les enseignements. Quel enseignement tire-t-on de cette crise et comment se projette-t-on pour les semaines, pour les mois à venir? Nous allons commencer par Hugues. Voilà, donc je vais peut-être reprendre des choses que j'ai déjà abordées, mais le constat, il est clair pour nous, c'est que nous sommes trop dépendants de la Chine. Voilà, mais ça, on le sait déjà depuis longtemps. Et par contre, nous vendons, on a la chance à Terre de l'Inde, une des plus grosses entreprises qui fait du peignage pour le lin. Et donc, ces lins peignés, la plupart sont commercialisés en Europe, enfin dans les filatures qui sont à proximité. Après, nous avons une stratégie de vouloir développer nos ventes en Inde. Donc là-bas, on commence à être bien présent et il y a des filatures qui démarrent là-bas. Donc on va être un peu moins sur un mono marché, on pourrait dire, sur la Chine.
Donc, on entend parler dans la presse maintenant que peut-être on pourrait relocaliser une filature en France. Je peux dire, moi, qui connais quand même bien le lin, que c'est complètement utopique. Et là, ce sont plutôt des désirs, comment dire, politiques ou pour certaines personnes de se faire valoir. Mais qu'aujourd'hui, c'est impossible parce que les filatures demandent énormément de main-d'œuvre et que c'est pas faisable, quoi. Après, peut-être qu'il peut y avoir des petits projets, des petits démarrages, des petites choses, mais à un gros niveau, c'est pas possible. Après, bon, comment faire? Ce qui est sûr, c'est que la Chine, elle n'est pas que négative pour nous parce qu'elle nous a permis quasiment de doubler nos surfaces de lin et de trouver des prix qui sont très corrects, surtout avec le niveau de l'euro et du dollar aujourd'hui, ça a une influence importante pour nous. Mais bon, ça a doublé nos surfaces en un peu plus de 10 ans, c'est quand même pas mal. Et puis ça a été possible parce que avec le coût de production des filatures en Chine, ça nous permet d'avoir des habits aujourd'hui ou des draps, enfin des vêtements beaucoup moins chers en lin. Donc on n'est plus. Avant, le lin c'était un produit noble qui était très cher, et aujourd'hui on peut trouver des chemises en lin à, je sais pas, 20, 30, 40 euros, alors qu'avant il fallait mettre plutôt 80 euros, 100 euros pour avoir une belle chemise en lin. Et donc, le souci, c'est comment relocaliser, parce que c'est ce qu'on aimerait faire, c'est ce que je crois les responsables politiques veulent faire aussi, et que tout le monde voudrait faire, et que les clients aussi on voudrait bien avoir une chemise de lin où tout est fait en Normandie, mais ça, c'est difficile. Donc, je pense que pour relocaliser, il y a peut-être des choses qui peuvent se faire en France. Il y a quand même pas beaucoup, mais il y a un tissage, enfin quelques petites unités de travail qui peuvent travailler sur le lin. Et ben, je pense qu'il faut que le consommateur il accepte de payer un petit peu plus cher. Et puis que aussi nous, on sache mettre en valeur, parler de nos produits, parce que je pense qu'il y a des gens, ils ne connaissent même pas le lin, quoi. Ils savent pas d'où. On en parlait ce matin, là. Il y a des gens, ils ne savent pas où le lin est cultivé, quoi. On pourrait dire la même chose sur le cidre. Enfin, le cidre, c'est peut-être un peu mieux que les pommes sont en Bretagne, en Normandie, mais le lin, les gens ne savent pas forcément que quasiment tout le lin du monde, enfin une grosse partie, vient d'Europe et de la France en particulier. Donc, il y a un effort de communication à faire, je pense. Et pour la coopérative et les agriculteurs, il faut, ça c'est de l'urgence, hein. C'est plus de bâtiments de stockage, parce que je l'ai dit tout à l'heure qu'on a 2 années à stocker, donc c'est quand même volumineux, hein. On fait en paille 1 hectare de lin, ça fait 7 tonnes de paille. Donc, avec des boules de lin qui font, mettons, 250 kilos, je vous laisse faire le calcul, mais ça, il faut quand même de la place, quoi. Et donc, et puis, bon, et aux récoltes aussi, il faut s'adapter aussi à la météo et récoltes qui varient beaucoup en tonnage. Parce que là, on est parti cette année, parce que c'est quand même un printemps très sec, pour faire une petite récolte. Voilà. Mais d'une année à l'autre, ça peut varier de 5 tonnes de moyenne à 7-8 tonnes de moyenne, quoi. Alors après, il y a autre chose qu'il faut qu'on développe, qu'on essaie déjà, on a déjà commencé depuis longtemps avec la coopérative, et pour les agriculteurs, c'est améliorer nos fonds propres, parce que tout ce système de stockage, ben, ça demande beaucoup de trésorerie, beaucoup de fonds propres. Et donc ce travail-là, on a déjà, comment dire, commencé il y a longtemps avec les banques. Donc on savait que comme il y a des crises régulières, il fallait qu'on puisse passer des mauvaises périodes de 2 ou 3 ans, quoi. Mais les agriculteurs, ben, ils sont pas forcément cette culture-là, ou ils n'ont pas forcément les possibilités au niveau de la trésorerie. Donc, quel défi pour la coopérative? J'en ai noté un qui est notre principal défi aujourd'hui et qu'on engage depuis plusieurs années, et en particulier depuis 3-4 ans, c'est s'engager davantage pour la protection de l'environnement, parce que le lin, c'est une fibre textile naturelle. Donc, même si elle représente qu'un petit part du marché, hein, c'est 0,4% du marché des fibres mondiales, eh ben, elle a un bel avenir devant elle, parce que je pense qu'avec ce qu'on voit aujourd'hui, la pollution, enfin, le, le, le désir des gens, je pense, d'avoir du local, ben, le lin, il a vraiment sa place, quoi. Et nous, on s'est déjà engagé là-dedans, je vous ai dit tout à l'heure, avec la station de semences dans laquelle on a investi, qui vient
des pays du Nord, là, je ne sais plus si c'est de Suède, enfin de ces pays-là. Et cette situation nous permet de nous passer, va nous permettre de nous passer à terme de tous les phytos pour le traitement de semences. Et puis, on a aussi, depuis 2 ans, initié un projet de cultiver du lin sans aucun phyto. Ce n'est pas du lin bio, mais c'est du lin qui a 0 phyto. Donc, il y a une 50aine d'agriculteurs qui ont une parcelle d'1 hectare en 0 phyto. Donc, on teste toutes les nouvelles techniques, des RC-tri, de bineuses optiques. Ça marche, mais ça demande beaucoup de temps. Enfin, il y a du travail à faire là-dessus. Et puis, comme on est obtenteur de nouvelles variétés de semences, on a travaillé depuis longtemps et aujourd'hui, on a des variétés. On a une variété, entre autres, qui s'appelle Bolshoi, qui est tolérante à l'oïdium et à la brûlure. C'est une maladie de chez nous, spécifique du lin. Et on recherche aujourd'hui des triples tolérantes. Donc là, c'est du travail à long terme parce que pour sortir une nouvelle variété, il faut une dizaine d'années. Mais on a les moyens, on a des nouvelles techniques aujourd'hui pour aller plus vite dans la recherche de variétés. Et puis pour les salariés, ce qu'il faut continuer, c'est motiver, la motivation, les conditions de travail, l'attractivité. C'est vrai que les TH de lin n'avaient pas une très bonne… les gens trouvaient que c'était un travail sale, enfin un travail poussiéreux, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a investi énormément, par obligation, puis aussi pour les salariés dans les dépoussiérages. On a des outils de TH aujourd'hui qui sont propres et qui peuvent attirer les gens. Et on veut s'ouvrir aussi au personnel, aux femmes, parce qu'aujourd'hui, nos TH, parce qu'on n'a pas de locaux sociaux séparés entre les hommes et les femmes, on peut difficilement accueillir des femmes dans nos TH. Donc ça, ce n'est pas encore fait, mais ça va se faire très rapidement. Voilà. Positif… donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une fibre naturelle, peu d'intrants parce qu'on met très peu d'azote, très peu de phyto, pas d'irrigation, et toutes les différentes parties de la plante sont utilisées et recyclables. La filière est organisée, ça c'est un point faible un peu de la filière, elle est organisée, mais on a du mal à faire travailler c'est un petit milieu le lin, mais on a du mal à faire travailler les acteurs du lin ensemble. Et donc, on espère un retour à la normale dans les 18 à 36 mois. Après le gros coup d'arrêt sur les surfaces, je vous dis tout à l'heure que les surfaces 2021 vont être réduites de moitié. Il y a une petite récolte prévue en 2020. Merci Hugues, c'était clair. Donc une situation conjoncturelle difficile, hein, mais donc des fondamentaux qui sont bons, hein, puisque donc c'est effectivement une fibre qui est entre guillemets écolo, hein, et qui sur un marché porteur. Alors il y a des défis, effectivement, l'attractivité pour le personnel pour travailler dans les unités de taillage, un défi en termes de communication pour mieux faire connaître donc la filière, et c'est une filière d'excellence, notamment en Normandie. La relocalisation, elle semble pas évidente, hein, pour des raisons de coût. Et il y a un défi immédiat qui va être de stocker de récoltes, hein, finalement pour les agriculteurs. Voilà. Et il y a cet engagement en faveur de l'environnement au travers de différentes initiatives que tu as décrites. Voilà. Je pense que c'est tout à fait clair. On va passer la parole maintenant à Ludovic et je pense qu'on a maintenant une quinzaine de minutes de retard. Mais bon, il y a du contenu, donc ça va aller. Je vais essayer de faire synthétique. Les enseignements, hein, de cette crise pour Agria, le premier concerne l'organisation du travail. Demain, je pense qu'on ne travaillera plus comme avant. Il y aura une période avant Covid et après Covid. Nous avons découvert les outils collaboratifs, la puissance des outils collaboratifs à tout niveau dans l'entreprise, y compris nous dans notre relation avec les adhérents, avec les élus de la coopérative. Et nous étions plutôt froids, voire hostiles au télétravail. Et nous avons vu que le télétravail permettait de réaliser de belles performances. Et donc, demain, il y aura certainement une part de télétravail dans tout le groupe, pour les postes, bien sûr, pour lesquels on peut faire du télétravail. Donc, nous travaillons beaucoup actuellement sur cette période d'après-Covid pour voir comment nous allons nous organiser avec tous les enseignements que l'on a pu sortir de cette période. Le deuxième grand enseignement, c'est
pendant cette crise, nous avons vu des tendances consommateurs évoluer. Ralph en a parlé tout à l'heure. Et pour nous, cette crise a été vraiment un accélérateur de tendances. Il n'y a pas eu de nouvelles tendances pendant la crise, mais la crise a accéléré le mouvement. Alors, avant la crise, il y avait un développement du bio, de l'e-commerce, des circuits courts, de l'origine France, etc. Toutes ces tendances consommateurs ont été multipliées par 3, par 5, par 10 pendant la crise. Et nous pensons qu'après la crise, on va parvenir au niveau auquel on était avant la crise, mais que vraisemblablement, on va être dans un entre-deux. C'est-à-dire que la crise aura permis de faire avancer de nouvelles tendances consommateurs. Et pour un groupe comme le nôtre, qui vendons des produits alimentaires, c'est très important, parce qu'il va falloir qu'on s'adapte à ces nouveaux besoins et ces nouvelles tendances consommateurs. Les conséquences pour Agrial de cette crise sont importantes. Je vous disais, moins 5% de chiffre d'affaires, mais nous avons des surcoûts qui ont été considérables. Problèmes aux frontières pour faire passer les produits, surcoûts dans nos usines pour le fonctionnement. Donc, l'année va être difficile. Et donc, dès le début, nous avons pris des mesures pour sortir le mieux possible, le moins mal possible de cette crise et continuer notre vie en 2021-2022. Nous pensons qu'on n'en sortira vraiment que fin 2020. Et notamment, pour nous, le point le plus important est l'évolution de la restauration hors domicile. Nous pensons que l'été sera un entre-deux, que l'automne on sera en gros aux 3/4, voire à 80% de l'activité, et que nous retrouverons 100% de l'activité que fin 2020. Ça veut dire pour nous une année perturbée, vraiment une année complètement perturbée. Et du coup, on a pris des mesures pour diminuer les frais fixes de l'entreprise, je dirais un peu comme toutes les entreprises. Alors, il y a certains frais fixes qui diminuent de façon automatique, les frais de déplacement, les frais de mission, etc. Puis d'autres, c'est un peu plus difficile de les supprimer, mais il faut le faire. Et puis, nous avons décidé, comme toutes les entreprises, de réduire nos investissements. Et ça, c'est un peu dommageable pour l'économie. Ça veut dire qu'une boîte comme Agrial qui investit beaucoup chaque année, si on diminue de 30 à 40% de nos investissements, ça veut dire que le BTP, les fournisseurs de matériel auront moins de commandes. Et je pense que c'est de même au niveau de toutes les entreprises. De toute façon, on n'a pas le choix. Je disais tout à l'heure qu'on a de la chance d'être dans l'agroalimentaire, c'est que ça nous permet de dire actuellement aux salariés que nous ne ferons pas de plan social. Donc, on leur dit aussi que peut-être qu'on changera d'avis dans quelques temps, mais actuellement, compte tenu de l'activité que l'on a conservée pendant cette période de confinement et pendant la période de l'après-confinement, nous n'avons pas de plan de restructuration de prévu lié à la crise. Et ça, c'est quand même un point très, très positif pour motiver les équipes. Voilà, en quelques points, comment nous voyons les effets de cette crise sur le groupe Agrial. Merci Ludovic pour ces explications tout à fait claires également. Donc, deux points. Donc, le développement des outils collaboratifs, le télétravail, il va en rester quelque chose. Vous allez incorporer une part de télétravail pour ceux qui peuvent le faire. Et puis, pas de tendance nouvelle, mais une accélération des tendances existantes, comme le local, le bio, etc. L'e-commerce, le drive. Le e-commerce. Et puis, un impact effectivement qui est sérieux en termes de surcoût, donc moins de volume, des coûts supplémentaires qui vous obligent à prendre des mesures pour assurer la pérennité du groupe, et qui traduit par la diminution des frais fixes et la réduction des investissements. Et puis peut-être au début pendant le confinement, l'utilisation du chômage partiel. Voilà. Donc, et on le voit, pour un groupe qui finalement arrive à s'en sortir parce que vous êtes dans l'alimentaire, vous êtes obligé de prendre des mesures qui vont avoir un impact sur le reste du tissu économique. Donc, effectivement, on peut imaginer les conséquences. Voilà, je donne la parole maintenant à Ralph pour également 5 minutes, 5-6 minutes. Voilà, Ralph.
je vais faire vite. Donc, effectivement, on a trois principaux enseignements, mais Ludovic a tracé la route. Effectivement, le premier enseignement, c'est le développement des produits locaux et du bio, puisque je vous ai dit tout à l'heure que les formats de magasins qui ont tiré leur épingle du jeu sont les supermarchés traditionnels et surtout ceux en implantation de proximité, voire en implantation rurale, comme Intermarché, Super U. Ce sont des enseignes qui laissent beaucoup de liberté à leurs directeurs de magasins, qui sont vraiment des patrons de magasins et qui ont la capacité, la compétence et l'habitude de gérer des accords directement en local avec des artisans, avec des producteurs locaux. Et ces accords ont souvent permis de compenser les ruptures ponctuelles sur certaines marques nationales et sur les produits importés. Ce qui fait que les produits locaux ont véritablement bénéficié d'une meilleure disponibilité, une meilleure visibilité dans les rayons pendant le confinement, qu'ils soient bio ou non. Et ça rejoint la tendance que vous voyez sur le schéma. C'est une tendance qui existait déjà avant. Donc là aussi, on peut dire que la crise a été un accélérateur de tendance, puisque vous voyez que déjà en 2019, les produits bio étaient en hausse de 20%, et en 2018, ils étaient aussi en hausse de 20% par rapport à l'année d'avant. Donc c'est une tendance de long terme. Et pendant le confinement, même si on n'a pas encore les chiffres précis, ça a été encore beaucoup plus fort. La tendance à l'achat de produits bio et de produits locaux a été encore beaucoup plus forte. Donc, on pense que sur 2020, on sera plutôt sur du 25 ou 30% de hausse des produits bio. Donc, sans doute que la part des produits bio qui était à 4,8% l'année dernière va peut-être monter à 6%, voire plus de 6% du volume total des produits en hyper et en super. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est la hausse des marques de distributeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est moins visible peut-être pour le grand public et pour les consommateurs, mais les marques de distributeurs se sont développées pendant le confinement, tout simplement parce qu'elles étaient plus disponibles. Les marques de distributeurs avaient connu un pic lors de la précédente crise, qui était la crise financière de 2008, puisque, en grosso modo, ce sont des produits qui sont vendus quand même 15 à 20% moins cher. Donc, le problème de pouvoir d'achat avait entraîné une hausse des marques de distributeurs, mais ensuite, pendant une dizaine d'années, de 2010 à 2018, elles n'ont fait que baisser, tout simplement parce que les marques nationales ont été plus innovantes, ont prêté plus d'attention à l'offre de qualité, de produits de qualité, des produits de nutrition, de santé. Et également, il y a eu une forte période de promotion et de guerre des prix, ce qui fait qu'il n'y avait plus vraiment d'avantage, ou en tout cas l'avantage était réduit au niveau des marques de distributeurs. Par contre, vous vous rappelez qu'en 2019 est rentrée en vigueur la loi Egalim, qui a limité les promotions, et on avait déjà senti un frémissement sur les marques de distributeurs, puisque les promotions étant limitées sur les marques nationales, l'avantage prix des marques de distributeurs redevenait un peu plus intéressant pour les consommateurs. Et aussi, les distributeurs ont eu à cœur de développer des marques de distributeurs plus innovantes, cette fois-ci en termes de santé, nutrition, bien-être, avec aussi des gammes bio. Donc là encore, pendant le confinement, comme il y avait des ruptures sur certaines marques nationales, les produits marques de distributeurs ont été plus facilement disponibles puisqu'ils sont produits quand même par un tissu essentiellement français de PME. Donc, il y a eu moins de ruptures sur ces produits-là. Et donc, certains clients ont découvert certaines marques de distributeurs qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, peut-être que c'est le début d'un retour de ces produits-là, surtout au bénéfice, malheureusement, d'une baisse du pouvoir d'achat, malheureusement prévisible, comme mes confrères l'ont souligné. Et le dernier enseignement très rapide, bien évidemment, c'est le développement de tout ce qui est drive et livraison. Là aussi, ça a été un accélérateur de tendance. On était avant le confinement sur une tendance à peu près à 7% des ventes qui étaient réalisées sur le drive et la livraison. Pendant le confinement, vous voyez là, pendant quelques semaines, on a quasiment doublé les volumes du drive. En tout cas, plus 78% si vous rajoutez la livraison, on était à plus 100%. Donc, pendant le confinement, on est monté à 15% de livraison et de drive. Et après le confinement, on n'est pas revenu aux 7% qu'on connaissait avant. On a dit Ludovic, on est dans un entre-deux. Aujourd'hui, on est plutôt sur 10%. C'est-à-dire que c'est quand même une hausse de 50% du volume de drive. Donc là, clairement, il y a des consommateurs qui ont découvert le drive et qui vont continuer à l'utiliser après le confinement. Alors, oui, Ralph, est-ce qu'il y a eu également une tendance sur donc, le choix des consommateurs pour tel ou tel type de magasin? Alors, véritablement, le choix des consommateurs, ils ont été très pragmatiques, ils sont allés au plus près de chez eux.
parfois à payer plus cher parce que c'est vrai que la supérette de quartier, en général, elle est quand même positionnée sur un indice prix un peu plus élevé que le supermarché et lui-même est plus élevé que l'hypermarché. Mais c'est vrai, véritablement la proximité qui a convaincu pour une raison d'urgence, tout simplement. Est-ce que cette tendance perdure? Elle continue, donc elle est moins forte que pendant le confinement, mais là encore, je pense qu'il y a des consommateurs qui ont découvert leur supérette de quartier, qui ne se rendaient pas compte qu'il y avait autant de choix. Avant le confinement, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une tendance très forte au fractionnement. On allait acheter certaines promos à l'hyper, ensuite on allait au coin de la rue, on allait un petit peu profiter des prix bas chez un discounter, on allait dans un discounter bazar pour acheter des produits non alimentaires, donc il y avait véritablement un fractionnement. Pendant le confinement, ce n'était pas possible, il fallait aller tout trouver sous le même toit. Donc c'était la prime au supermarché. Et aujourd'hui, on est là aussi dans un entre-deux. Alors combien de temps ça va? Est-ce que ça va continuer? Je pense qu'il y a des tendances qui vont continuer comme le bio et le drive. Il y a peut-être d'autres qui vont revenir en arrière comme le fractionnement des achats, puisqu'effectivement, aujourd'hui, rien n'empêche de visiter plusieurs magasins fréquemment. Ok, donc les enseignements pour Ralph, hein, qui nous parle de la distribution, c'est donc plus de local, hein, plus de bio, plus de produits de saison, plus de local, plus de marques distributeurs, hein, qui avaient retrouvé un avantage comparatif, hein, suite à la loi Egalim, hein, donc de leur prix qui est plus bas que les autres marques. Un développement du drive et des livraisons à domicile, un choix des consommateurs pour les magasins de proximité, et puis effectivement une concentration des achats, hein, plutôt qu'un fractionnement. Hein, donc 5 tendances qui ont accéléré, hein, à la faveur de cette crise Covid. On va passer maintenant à la seconde séance de questions et je vais laisser la parole à Véronique. Véronique. Donc, nous avons plusieurs questions qui sont arrivées sur le chat. Je vais poser donc une question d'une auditrice donc, qui s'interroge sur la diminution des surfaces en lin et la diminution des surfaces de betteraves sucrières, en particulier dans le Calvados. Par quelle production seront-elles remplacées? Et ne serait-il pas temps de passer à des cultures alimentaires puisque nous sommes obligés d'importer des aliments de l'étranger par manque de denrées, comme par exemple les fraises? Et une autre question qui est un petit peu complémentaire, vous pouvez peut-être traiter les deux en même temps, c'est un des enseignements de cette crise a été la souveraineté alimentaire. Êtes-vous confiant et avez-vous les moyens de production pour assurer cette souveraineté voulue au plus haut niveau de l'État? Donc, qui veut répondre? Pour le Calvados, c'est vrai que la question est tout à fait pertinente, hein. On perd la betterave. Si le lin diminue, il y a une vraie question de rotation des cultures. Et donc, nous, à Grial, on y travaille, hein, pour notamment développer des cultures riches en protéines. Et on est donc en train de travailler sur un plan protéines. Mais nous travaillons aussi sur le développement des productions alimentaires, avec succès en légumes, hein, parce que nous avons développé des productions de carottes et de salades avec des surfaces qu'on n'a pas dans les autres départements. On a d'ailleurs la prévision de réinvestir dans la commune de Moult pour agrandir nos frigos de stockage. Donc, effectivement, on y travaille, hein, pour avoir d'autres productions, notamment des productions alimentaires. Et concernant la souveraineté alimentaire, bon, ce qu'il faut se dire, on parle beaucoup de notre capacité à produire en France, mais n'oublions jamais qu'on est un grand pays exportateur, hein. Si je prends les céréales ou le lait, les grandes productions, on exporte 50% de notre production. Donc, nous produisons beaucoup en France, il ne faut jamais oublier de se le dire. Alors, bien sûr que pour quelques productions, on n'a pas la capacité de produire toutes les fraises, et c'était dit tout à l'heure, dont on a besoin en France. Mais quand même, pour beaucoup de productions alimentaires, animales comme végétales et légumières, nous produisons quasiment le besoin qu'il faut en France. Et on l'a vu pendant la crise, nous n'avons pas été gênés du tout, comme beaucoup de pays européens d'ailleurs, alors que d'autres pays ont été gênés parce qu'ils n'avaient pas assez de ressources alimentaires. Moi, je peux m'exprimer en tant que
plutôt producteur céréalier. C'est vrai que coup sur coup, l'arrêt des betteraves l'année dernière sur la plaine de Caen et, et là, cette année, donc certains agriculteurs avaient décidé de faire plus de lin, ça j'imagine. Et puis là, quand on va réduire les surfaces, on arrive un peu à des impasses quand même dans nos systèmes céréaliers, quoi, parce que on peut pas faire. Mais il y a des régions qui le font, hein, qui font blé, orge, colza, mais c'est assez limite, quoi. On a cette chance dans notre région de pouvoir avoir de la betterave à sucre et du lin. Nous, on est un peu d'une industrie qui a du mal à évoluer en fait rapidement parce que c'est aussi beaucoup de matériel spécifique et investir dans une autre culture. On a essayé les protéines, les pois, tout ça, c'est les févroles. Enfin, c'est des marchés qui aujourd'hui, les pois, on ne peut plus en faire à cause des maladies. Les févroles, c'est un marché particulier. Enfin, on attend justement, nous, justement, de nos. Je lance un message, je pense que vous travaillez là-dessus, à nos coopératives, qu'elles nous aident à produire d'autres choses. Merci pour vos réponses. Une deuxième question donc, pour Ludovic et Ralph. Estimez-vous qu'une partie des comportements des consommateurs devrait se maintenir après la crise? Pensez-vous que les consommateurs qui ont affecté une part plus importante de leur budget à l'alimentation pendant la crise, par obligation, pourraient poursuivre en partie sur cette lancée durablement? Cette question pourrait après s'appliquer en deuxième priorité à l'habillement. Donc, sur le principe consommer mieux, c'est-à-dire moins et plus cher à l'unité. Donc là, ça serait plutôt pour Hugues. Donc, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que les prix ont été maintenus, contrairement à ce qui a pu être écrit dans la presse. Les prix sont restés très stables, hein, pendant la période de la crise. Si les prix ont augmenté, c'est le mix qui a augmenté, c'est-à-dire que les gens ont acheté des produits plus chers. Mais l'inflation a été quasiment à zéro pendant la période de la crise. Donc, les distributeurs n'ont pas augmenté leur prix. Si les consommateurs ont dépensé un peu plus, c'est qu'ils ont acheté des produits qu'ils n'achetaient pas habituellement. Maintenant, que va-t-il se passer après la crise? Ce serait intéressant d'avoir l'avis de Ralph, mais moi je pense vraiment que, compte tenu de la crise économique que l'on va vivre, nous allons avoir certainement une pression des consommateurs pour avoir des produits qui ont des prix compétitifs. Et on risque de se retrouver avec une situation qui ressemble à celle que l'on a connue avant la crise. Oui, je confirme, hein, je confirme tout à fait ce que dit Ludovic. En fait, on risque de devoir faire le grand écart, puisqu'il y a une vraie tendance, un vrai souhait de la part des consommateurs, quel que soit leur pouvoir d'achat, de mieux consommer, de mieux manger, de manger plus sain. Ça, c'est quelque chose de très fort qui dure depuis des années, qui monte en puissance. On l'a vu aussi pendant le confinement, ils ont plus consommé bio et local. Et en même temps, compte tenu de la pression qu'on va avoir sur le pouvoir d'achat, ils vont rechercher le meilleur prix. Donc, véritablement, ce qui va pouvoir fonctionner en termes de magasins ou en termes d'approche au niveau de la distribution, c'est une approche qui soit à la fois très raisonnable en termes de prix, qui soit éthique en termes de animal, en termes de produits phytosanitaires, etc. Donc, c'est tous les avantages qu'il faut mettre en avant, mais tout en restant raisonnable sur le prix. Donc, aussi bien les consommateurs que les distributeurs vont devoir faire le grand écart entre ces deux grandes tendances et ça va être effectivement compliqué. Ça va être une période compliquée pour tout le monde, le temps qu'on arrive à trouver un nouvel équilibre. Mais aujourd'hui, j'avoue qu'on n'a pas cette visibilité-là. Qu'est-ce qui va ressortir de cette crise? C'est difficile. Merci pour votre éclairage à tous les deux. Nous avons encore des questions qui arrivent des auditeurs, avec une question donc sur la sécurité alimentaire. Existe-t-il un risque sur les appros en amont pour les phytos, l'engrais, le machinisme dont nous sommes très importateurs? On n'a pas eu de gros problèmes pendant la crise et je pense que, compte tenu des circuits d'approvisionnement que nous avons, on est sécurisé. De toute façon, il y a certains engrais qu'on ne produira pas ou qu'on ne peut plus produire en France, donc on est obligatoirement importateur. Peut-être qu'on stockera un peu plus, hein, pour garantir la sécurité.
d'approvisionnement. Un point important concernant la sécurité alimentaire, c'est que le consommateur, et je pense que Ralph ne va pas me démentir, était complètement hostile au plastique avant la crise du Covid-19. Et le consommateur a évolué pendant la crise et en ce moment est rassuré quand il achète des produits entourés en plastique. Et donc, il y a vraiment une tendance qui se cherche au niveau de l'utilisation du plastique dans la vente des produits alimentaires. Et pour la sécurité alimentaire, c'est un point très important. Merci pour votre réponse. Nous avons une question précise pour Hugues qui parle de Natup, qui investissait dans la filature et se demandait si ce ne serait pas durable. La coopérative Natup, oui. Bah, je mets mon joker là-dessus. Disons que les relations ne sont pas forcément faciles. Et là, je disais, je pense que c'est quelqu'un qui a dû lire dans la presse un article où un député de Seine-Maritime qui a, disons, pour ce qui a fait parler du lin, enfin, qui est avec Natop, un projet éventuel de constitution d'une filature. Mais pour moi, c'est un projet qui est utopique. Et je connais un peu le domaine politique parce que ma femme est députée et ça a mis à mal les autres députés aussi parce que bon, c'est un député qui fait aussi un peu sa pub de son côté, quoi. Voilà. Alors que ma femme connaît très bien le dossier, ils ne l'ont pas contacté, par exemple. D'accord. Donc c'est assez politique, Mais c'est bien, ils ont réussi à aller au ministère. Enfin, tant qu'on parle du lin, on est très heureux que un produit en plus un peu écolo, enfin tout ça, ça va bien, c'est porteur, quoi. Mais après, ce qu'il faut, c'est arriver à fédérer les gens sur des projets raisonnables. Quand j'en ai parlé à mon président de Terre de Lin, il me dit un projet raisonnable, c'est d'aider les agriculteurs à construire des hangars. Voilà, ça c'est peut-être, ça paraît peut-être basique, mais aujourd'hui, ça c'est possible et c'est rapidement possible, quoi. Voilà. C'est sûr que ça va être une préoccupation pour stocker les 2 années. On a compris qu'il fallait beaucoup de surface, de place. Alors, nous avions aussi une question à poser à Ludovic par rapport au télétravail. Vous aviez dit donc c'est une pratique à laquelle vous vous êtes ouvert au niveau du groupe Agriane. Et comment vous voyez l'avenir pour vous? Comment vous pouvez gérer du management à distance? Alors, on a les premiers retours de la part des salariés qui étaient en télétravail. On est en train de faire une enquête d'ailleurs pour mettre des chiffres derrière ces tendances que l'on entend. Il y a certains salariés qui disent c'est épouvantable quand on a 3 enfants en bas âge dans les pattes, c'est quasiment impossible. Il y a d'autres salariés qui disent c'est parfait parce que ça permet d'être beaucoup plus efficace que dans les bureaux. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu que la productivité était au rendez-vous. Il y a vraiment un besoin de physique. Donc, le monde de demain ne sera pas un monde de télétravail que l'on va opposer à un monde de physique qui était le monde de l'avant-Covid. On aura un entre-deux avec vraisemblablement un peu de télétravail, mais toujours du physique et du présentiel en entreprise parce que nous en avons besoin. Et nous travaillons donc dans cette approche digitale du présentiel et du télétravail. Et nous allons caler cette organisation avec les syndicats, vraisemblablement division par division, parce que les choix seront différents en fonction des métiers. Merci pour votre réponse. Nous avons également une question pour Ralph. Pour connaître quelles seraient les mesures, vous avez parlé donc du choix des consommateurs d'aller vers des produits locaux et français, et quelles seraient les mesures pour pouvoir généraliser, favoriser en fait le développement de ces produits lorsqu'on manque de fraises françaises, entre autres?
Je pense qu'il y a deux mesures principales. Selon qu'on passe par la centrale d'achat ou que l'on s'adresse directement à des directeurs de magasins. Donc, bien sûr, le plus gros du volume, ça passe par les centrales d'achat. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir des plans pluriannuels. Aujourd'hui, les plans, généralement, sont strictement annuels, donc ça donne peu de visibilité aux producteurs. Aujourd'hui, je pense que certains distributeurs sont prêts à définir sur certains produits et avec certains producteurs des plans sur plusieurs années pour que ça sécurise les agriculteurs, qu'ils puissent mettre en terre des terres supplémentaires, qu'ils soient certains d'avoir un débouché pour leurs produits. Et donc ça, je pense que c'est ce qui permettrait d'accélérer sur certaines productions, d'avoir des volumes supplémentaires. Et après, de renforcer là aussi le local, où chaque magasin peut être très bien implanté, beaucoup plus implanté aujourd'hui localement, et s'alimenter. Aujourd'hui, on a des magasins qui peuvent très bien s'alimenter au niveau de 10 à 20% en production locale, en livraison directe, sans passer par la centrale d'achat, et donc de définir des accords, cette fois-ci localement, directement avec les magasins sur place. Merci pour cet éclairage et merci à vous trois pour toutes vos réponses aux questions des auditeurs. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Je pense qu'on a eu la chance d'avoir 3 témoignages qui ont permis de mieux comprendre ce qui se passait dans cette filière agro, cette période exceptionnelle. On voit qu'il y a de la résilience dans tout ce qu'on entend. C'est le moment de clôturer cette première conférence à distance. Alors, tout d'abord, un grand merci à nos 3 témoins, Hugues Ferragueux, Ludovic Spears et Ralph Bengineau, pour leur disponibilité et leur contribution à cette conférence. Cela nous a permis de mieux comprendre, encore une fois, ce qui se passe dans cette filière agro, dans cette période très spéciale.